Bonjour à tous, c'est Gromy pour les MDLI 84. Alors aujourd'hui, comme tous les jeudis, ça va être une correction d'image du forum. Mais là plus précisément, je vais reprendre un peu l'IM Training numéro 1. Et je vais répondre à toutes les questions qui se posent de façon récurrente sur ce training. Donc vous avez la plupart des réponses déjà dans le forum, mais je voudrais faire une vidéo pour clarifier les choses et que tout soit placé au même endroit sans qu'on ait besoin de se taper les 12 pages de training. Donc là on va voir exercice après exercice quels sont les points qui reviennent le plus souvent dans les problèmes. Alors pour commencer avec la perspective, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a pas mal de gens qui font pas trop de superposition entre les bâtiments, enfin entre les différents cubes. Et je pense que c'est assez problématique parce que ça empêche de comprendre vraiment précisément le volume et de comprendre un peu l'importance que ça a de construire à partir du sol. Parce qu'à partir du moment où on veut faire superposer deux bâtiments, il faut que le plan au sol soit parfait, parce que sinon les bâtiments vont pas être crédibles. Je vais vous donner un exemple par exemple de bâtiments qui ne fonctionnent pas. Donc là je vous fais la ligne d'horizon, je trace un premier cube au sol, et voilà, le premier cube est tracé. Et en fait, sans construction précise, quelqu'un qui veut dessiner une ville pourrait placer un deuxième bâtiment comme ça, en se disant que ça va être deux blocs l'un derrière l'autre. Mais en fait, quand on voit la construction, on voit que c'est complètement faux. Bon là on soupçonne qu'il y a quelque chose qui va pas, mais en faisant la construction, on se rend compte qu'en fait les deux cubes se chevauchent à cet endroit-là. Et que du coup c'est impossible en fait, dans le volume. Et ça c'est quelque chose qui va arriver assez régulièrement, que ce soit dans la construction de personnages, dans la construction... Là c'est vraiment un exemple simple et bête que je vous montre. Mais il y a des exemples où c'est beaucoup plus subtil, et on peut louper ça si on n'y fait pas attention. Donc c'est quelque chose qui est bien de pratiquer dès le moment où on apprend la perspective. Donc faire des superpositions de bâtiments, enfin des bâtiments qui se superposent les uns aux autres, parce qu'en fait quand on va essayer de créer de la profondeur, on va essayer de faire se superposer des éléments pour qu'on comprenne bien ce qui est devant, ce qui est derrière, et ça va créer de la profondeur supplémentaire dans l'image. Donc c'est important de s'y mettre à partir du moment où on commence à créer des trucs en perspective. Deuxième point important, je vais vous montrer parce que je me suis prêté au jeu et j'ai fait l'exercice numéro 1. Il s'agit de la façon de construire son image. Parce que en fait, en perspective, il y a un point qui est assez important, c'est de ne pas faire des points de fuite qui soient trop proches l'un de l'autre. Si on fait des points de fuite qui sont trop proches l'un de l'autre, ça va faire des distorsions qui vont être assez désagréables à l'œil. Du coup, il faut créer une image bien plus grande que ce qu'on veut faire au final. Donc, vous voyez là, j'ai fait une grande image. On peut même l'étendre encore plus et faire des points de fuite qui sont vraiment très distants. Et après, je me crée un masque qui cadre l'image finale que je veux. Donc c'est juste un calque, je vous montre. C'est juste un calque qui est au-dessus des autres, qui est en mode normal à 25% d'opacité, dans lequel j'ai découpé un trou, qui va me donner mon cadre final. Donc comme ça je peux créer ma composition à l'intérieur. Je sais ce qui va pas être important que je continue. Et je peux faire ma construction comme ça, à partir de l'extérieur de l'image. Donc ça me permet d'aller plus loin, d'avoir des points de fuite qui sont plus éloignés, et d'avoir au final quelque chose de plus intéressant. Et après, quand je veux finir le dessin, je découpe. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Donc au final, moi j'ai fait ça. Donc des assemblages de cubes, et ça permet d'essayer de créer des compositions comme ça. Et ça, donc avec des tests de techniques différentes. Vous voyez, je mets des cubes derrière, des cubes devant, pour essayer de créer de la profondeur. Sur celle-ci, les lignes étaient un peu confuses, du coup j'ai grisé le ciel pour bien séparer ce qui était forme et ce qui était fond. Donc voilà, ça c'est un petit point que vous pouvez réutiliser vous aussi. Donc ensuite, il y a quelque chose qui n'a pas forcément posé problème, enfin il y a des réponses qui ont été données sur le forum déjà, mais il s'agit des cubes volants.
Donc il y a quelque chose qui est important à faire si vous faites des cubes qui ne sont pas au sol. C'est de donner l'endroit où ils sont dans le sol. De l'indiquer d'une façon ou d'une autre. De les construire au sol en fait. Donc on va faire ça en direct. Donc là je construis un cube en l'air. Donc voilà, et on va construire son frère jumeau à côté. Bon, il sera pas exactement de la même taille. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près similaire. Bon, voilà, on va les ancrer plus fort. Bon voilà, on a deux blocs qui semblent à peu près de la même taille. Mais en fait, ils peuvent être de la même taille ou pas du tout de la même taille. En fait, tant qu'ils sont pas au sol, on peut pas vraiment savoir quelle taille ils font. Et en fait, à partir du moment où on crée pas d'ombre, on va pas vraiment pouvoir savoir les situer. Quand on veut créer, quand on veut vraiment situer quelque chose dans l'espace, il faut placer des éléments devant, placer des éléments derrière, pour savoir où il est par rapport aux autres, ou lui créer une ombre au sol, parce que sinon on peut pas vraiment le situer dans la profondeur. Vous voyez là, c'est deux cubes qui font à peu près la même taille. Celui-là a l'air d'être un petit peu plus petit. Je vais construire leurs ombres au sol. Donc pour ça c'est pas dur, il suffit de faire descendre chaque coin et de les relier au point de fuite. Et donc avec cette construction, on peut du coup comprendre que ce bloc-ci est beaucoup plus gros que celui-ci. Parce que celui-ci on voit avec son ombre qu'il est vachement devant. Et que celui-là est bien derrière. Donc du coup celui-ci est à la fois beaucoup plus haut. Parce que si on continue les points de fuite à partir d'ici, on voit que ça dépasse très largement ce bloc-là. Et on voit surtout que celui-ci est beaucoup plus petit, puisqu'il fait cette taille, ils font quasiment la même taille, mais celui-là est beaucoup plus loin. Si on inversait les ombres, celui-là aurait l'air beaucoup plus gros et celui-là beaucoup plus petit. Donc c'est vraiment une question de relation, de rapport entre la profondeur et la taille visuelle des objets. C'est important, et c'est même important d'avoir une ombre au sol. Pas forcément, enfin, je vais vous expliquer après comment on la calcule précisément, mais la plupart du temps, on va juste faire une ombre qui va être à la verticale de l'objet pour indiquer sa position dans l'espace. Parce que quand on la construit, ça va décaler l'ombre par rapport à l'objet. Du coup, ça va être un peu moins clair. Mais c'est même important parce qu'il y a des blocs qui peuvent sembler être au sol, mais qui ne le sont pas vraiment. On va repartir sur un autre exemple. Par exemple, ce bloc-ci, là, il est au sol. Là, en l'absence d'ombre, on peut considérer que ce bloc-là, il est au sol. Mais si on rajoute ça, tout de suite, c'est un bloc qui est en train de voler au-dessus du sol. Donc c'est pour ça que l'éclairage est très important dans une scène. Ça va permettre de vraiment situer les objets. Après, si on a des formes qui sont visiblement au sol, parce que l'humain considère en règle générale que c'est au sol, par exemple, là on met des silhouettes humaines. Là, vu que c'est juste à côté, que ça le chevauche, on a l'impression, enfin, on est sûr que c'est au sol, quoi. Dans l'espace, c'est situé à peu près au même endroit. C'est situé devant en plus, donc à partir du moment où on sait que l'être humain là ne va pas voler, on sait que ce bloc là ne va pas voler. Pareil, si c'est une maison, on va considérer naturellement qu'elle est au sol. Si on veut faire une maison qui vole, il va vraiment falloir lui poser une ombre. Parce que naturellement, le cerveau humain va se dire que la maison elle est au sol. Là, c'est des blocs qui sont abstraits. Donc c'est pour ça que c'est plus difficile de les situer dans l'espace aussi. Si c'est un vaisseau, on va considérer qu'il est en l'air, en règle générale. Par contre, si c'est un avion, par exemple, il peut être à la fois au sol ou en l'air. Donc il faut gérer avec l'éclairage pour donner une vraie présence. Donc ensuite, il y a une notion qui est importante aussi, c'est le fait de pouvoir projeter une forme dans l'espace. Par exemple, si je rajoute un poteau dans cette scène, et que je veux savoir s'il est plus haut ou moins haut que ce cube, et bien il va falloir que je le projette dans la scène. Donc je vais essayer de le mettre à côté de le projeter à la hauteur de ce coin de mur. Donc je projette d'abord le sol à la même hauteur que le cube.
vers la ligne d'horizon. Donc ça doit croiser la ligne d'horizon à peu près ici. Mince, j'ai fait un point qui dépasse la feuille. C'est pas grave, on va agrandir la feuille. Voilà, donc on agrandit la ligne d'horizon avec. Donc je passe par le coin et je projette ça sur la ligne d'horizon. Il faut faire bien attention que ça passe bien par le coin. Donc voilà, et une fois que j'ai ce point de fuite, je prends le sommet et je le balance sur le point de fuite. Donc là on voit que en termes d'échelle, ce poteau arrive à peu près à cette hauteur là de ce coin. Donc il est plus petit que le bâtiment. Et après je peux reporter par rapport à n'importe quel coin. Si je veux reporter par rapport à ce coin-ci, je fais la même chose. Et vous voyez que le résultat est le même. Là ici on voit que c'est un petit peu plus petit que le reste du cube. Et donc tout ça c'est utile pour certains cas. Par exemple, si je veux savoir si faire l'éclairage de cette scène, si le lampadaire que je viens de placer ici touche la face du dessous de ce cube. Je peux le projeter dans l'espace, donc je projette en passant par le coin ou par le centre ou par un autre coin, peu importe, savoir si ce lampadaire est plus haut ou plus bas que le cube. S'il est plus haut que le cube, la face du dessous du cube ne sera pas touchée, et s'il est plus bas, la face du dessous sera touchée. Donc là je passe par un coin, je pourrais passer par le centre ou par n'importe quel autre coin, suivant ce qui est intéressant comme point à toucher, enfin le plus facile à utiliser. Je pars du sommet, donc de l'endroit d'où part la lumière, je rejoins le point de fuite, et je vois donc qu'à cette hauteur là, le lampadaire arrive ici dans le cube, donc ça veut dire que la face d'en dessous n'est pas touchée. Et puisque on est obligé de faire un angle comme ça, la lumière va toucher cette face-ci, elle va toucher uniquement cette face-ci, parce que on voit que le cône de lumière va passer comme ça et que l'ombre projetée va être projetée à partir de deux coins. Donc il y a cette face-ci qui est dans la lumière, cette face-ci est dans l'ombre, celle qui va être derrière par là va être dans l'ombre, et celle qui va être derrière par là va être dans l'ombre bien évidemment, celle du dessus va être dans l'ombre, et celle du dessous va être dans l'ombre aussi. Si le lampadaire avait été bien au-dessus du cube, en partant d'ici par exemple, donc il aurait été plus grand, sa lumière serait arrivée ici, ça veut dire que la face du dessus aurait été touchée. Et s'il avait été plus petit, s'il avait été à cette hauteur là, et que sa lumière était arrivée ici, par exemple, la face du dessous aurait été touchée. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde ce que j'explique. Parce que maintenant justement on va partir d'un lampadaire bien plus grand pour expliquer la façon de créer une ombre au sol de façon précise. Là c'est vraiment un détail parce que je pense que c'est quelque chose dont on ne se sert quasiment jamais. C'est juste pour bien comprendre la logique qu'il y a derrière. Donc en fait voilà ce que ça donne la construction de chaque point au sol. Donc je sais que c'est un petit peu compliqué vu comme ça, donc je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. Alors en fait d'abord il faut comprendre tous les coins qui vont être importants à projeter au sol. Donc en fait il faut prendre tous les coins des faces qui sont touchées par la lumière. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait juste deux faces qui étaient touchées par la lumière. Il y a celle-ci et celle du dessus qui sont touchées par la lumière. Donc du coup ça nous fait les quatre coins d'ici. Ces deux coins là ils sont en commun. Et après il y a ces deux coins là. Donc ça nous fait 6 coins à projeter au sol. On projette au sol uniquement les coins qui sont touchés par la lumière, puisque c'est eux qui vont bloquer la lumière et qui vont créer l'ombre au sol. Puisque l'ombre, je vous rappelle, c'est l'absence de lumière. Et il y a absence de lumière qu'à partir du moment où il y a un objet qui va bloquer la lumière. Donc il suffit de reporter tous ces coins là au sol. Donc pour ça, on tire les lignes au sol à partir de la base du lampadaire, en passant par le coin au sol du cube. Donc l'emplacement qu'aurait le cube s'il était posé au sol et s'il n'était pas en train de voler. Donc on passe par là, on tire le trait jusqu'au bout. Donc on passe par cette ligne-là, par la ligne du fond et par la ligne ici. Donc ça nous fait 4 lignes au sol. Et ensuite on va passer par les coins en hauteur, donc ici, qui nous mène là.
ici qui nous mène là. Ce coin-ci projeté là qui nous mène là. Le coin ici projeté qui nous mène là-bas. Le coin ici projeté qui nous ramène là. Et le coin ici projeté qui nous ramène là. Donc après il suffit de rejoindre tous ces points là et on crée notre ombre au sol. Donc voilà, j'espère que c'est relativement clair. Donc à chaque fois on prend la ligne qui correspond au point au sol. Donc ça veut dire que pour ces deux points là, ça va être cette ligne là, puisque c'est cette ligne qui nous mène à ce point là, qui nous permet de tracer la ligne qui part dans la profondeur. Donc pareil de l'autre côté, c'est cette ligne là, pour les deux points là. Et pour ces deux points là, c'est les lignes qui sont au sol ici et ici, donc qui partent dans la profondeur. Donc voilà, une fois qu'on a tracé notre ombre au sol, il faut remettre le cube devant évidemment. Et vu que cette face là est dans l'ombre, il ne faut pas oublier de la placer dans l'ombre comme ça. Et donc ensuite on enlève tous les lignes de construction. Et voilà, ça nous fait l'ombre de ce cube au sol. Donc je vous redis, hein, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas très souvent. C'est rare qu'on ait besoin vraiment de calculer précisément l'ombre portée d'un objet qui vole. Mais ça peut être utile. En règle générale, on va plutôt, enfin quand on a un objet qui vole, effectivement, on va plutôt faire juste l'ombre portée au sol, enfin l'ombre à la verticale. Ça va permettre de bien le situer dans l'espace et ça va permettre de donner une meilleure indication sur sa forme. Donc en concept art, si on fait un vaisseau par exemple et qu'on veut placer son ombre au sol, on va la placer directement à la verticale du vaisseau. Comme ça, ça va permettre de faire presque un plan vu du dessus du vaisseau. Donc voilà, ça c'est des points importants donc sur la perspective et sur les ombrages en perspective. Un autre point qui a été soulevé, c'est comment faire une ombre projetée d'un cube sur un autre. Donc pour ça, je vais reprendre une image de Fraggle qui se posait la question avec cette construction-ci. Ça va permettre vraiment d'expliquer assez bien ce qui se passe. Pour l'instant, je vais virer tout ça pour pouvoir expliquer sur une image relativement propre. Donc ce qu'il se passe, c'est que c'est ce coin-là qu'il va falloir projeter sur cette face. Comment on fait pour savoir où va ce point-là? Eh ben, on procède de la même façon. On part du sol, on passe par le coin ici, le coin au sol de ce point-là, et on va le projeter contre la face, contre cette face-là. Donc on voit ici que ça dépasse de la face, donc c'est pas grave, on prend la ligne de perspective, on la poursuit là, hop, ensuite on monte à la verticale, parce que cette face-là est verticale. On part de la lumière en haut, on passe par le coin lui-même, et on va à l'intersection qui est ici. Donc le point projeté de cette face-là, il va être là. Je vais vous l'indiquer en rouge. Donc à partir de là, on va pouvoir tracer une ligne entre ce point-ci et le point au sol, qui va nous indiquer donc comment l'ombre va être portée. Ça veut dire que l'ombre au final, elle va être comme ça. C'est vraiment un travail d'abstraction à faire. Il faut imaginer où serait le point, ce point-là, s'il arrivait sur cette face. Donc on sait que tout ça, ça reste dans la lumière. Donc ça c'est peut-être un point un petit peu plus complexe de l'ombrage en perspective. Du coup je vais prendre un deuxième exemple tiré de mes exercices. Donc là je vais agrandir un petit peu la scène. Et je vais placer un lampadaire ici. Et du coup on va calculer l'ombre de ce bloc là qui va forcément toucher ce bloc là. Donc voilà, là je recrée la forme globale du cube, sinon je ne vais pas pouvoir calculer les ombres correctement. Et donc je vais calculer la projection au sol de ce point-ci, ce point-ci, ce point-ci et ce point-ci. Donc on a d'abord le cône d'ombre qui va être projeté comme ça. Donc je passe par ce coin-ci, je vois que cette face-là va être dans l'ombre. Et je passe par ce coin-là. Et je vois que la face de derrière va être dans l'ombre également. Maintenant on va projeter les points au sol. Donc il va nous falloir cette ligne-ci pour projeter le coin du fond. Il va nous falloir cette ligne-ci pour ce coin-ci.
Et alors, on a donc un coin qui vient ici. Donc je note les points d'intersection. Ici, 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 et ensuite on a ce point-ci, et on a ce point-ci. Plus évidemment cela et cela. Donc, si on n'avait pas d'autres bâtiments, on aurait une ombre au sol qui ferait quelque chose comme ça. Mais maintenant là on a un autre bâtiment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les mêmes lignes qu'on a déjà. Sauf que cette ligne qui est projetée, ici, qui passe par ce coin-là, une fois qu'elle touche le bâtiment, on la fait monter. On la fait monter à la verticale parce que ce mur est vertical. Après, ça touche le point de rencontre ici. Donc ce point, au lieu d'être ici, il va être là. Donc on l'efface. On va faire pareil avec ce point-ci. Donc là on a l'angle du bâtiment. Donc pour ce point-ci, la ligne quand elle arrive ici, on la fait monter à la verticale. Et donc au point d'intersection ici, on va avoir un point. Donc c'est ce point-là, en fait il est là. Donc ce point-ci est à l'intersection du sol. Sinon, si ça avait été, s'il avait dû être projeté, on aurait fait monter cette ligne-là sur le bâtiment. Enfin bref, vous avez bien compris le principe. Donc en fait, l'ombre définitive de ces bâtiments, ça va être quelque chose de ce genre-là. Donc après les lignes qui vont de ce point, des points aux anciens points entre guillemets, c'est utile parce que l'ombre continue dans ce sens-là tant que ça rencontre pas le mur. Donc là c'est pareil entre ici et anciennement ici, c'est important aussi puisque tant que ça n'a pas rencontré le mur, normalement ça suit la ligne originale. Donc en fait il y a des points qui sont supplémentaires à partir du moment où il y a un mur. On va avoir ce point là qui va être important aussi. Donc ici et puis ici là les deux points sont confondus. Donc on va avoir la vraie ombre de ce bâtiment qui va être comme ça, passer par ce point-ci, le point qui va jusqu'au mur, du point jusqu'au mur jusque là, et ensuite ça va là, au sol ici, 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 et ici. Donc on a une ombre qui va être plutôt comme ça. Donc ensuite bien évidemment on a le bâtiment qui est devant cette ombre. Et ensuite on a également cette ombre, enfin cette face-ci qui est dans l'ombre. Mais il ne faut pas confondre les ombres portées et les ombres propres. Ça c'est une ombre propre et ça c'est une ombre portée. Donc voilà, j'espère maintenant que c'est un peu plus clair pour vous la façon de gérer les ombres quand ça touche un autre bâtiment. Ensuite dans les autres points qui peuvent poser problème dans ce training, c'est les torses. Et en fait ce qu'il faut voir c'est qu'il ne faut pas se stresser non plus avec cette histoire de torse. Et qu'on peut essayer de garder une certaine souplesse avec les volumes que je donne. L'important c'est de bien comprendre les volumes dans l'espace. Au final, le training numéro 1, il est entièrement tourné autour des volumes simples que sont les cubes. Mais donc c'est des cubes qui sont un peu souples, parce que vous voyez bien que le corps, ça reste quand même relativement souple. Par exemple, s'il y a une torsion, vous pouvez essayer d'imaginer le tout comme un grand bloc. L'important c'est de bien voir le milieu du torse et comment tout ça se déplace. Donc là on a les épaules et bien évidemment, il faut bien penser aux lignes qui sont derrière. Ça c'est super important, de toujours y penser. Voir comment le volume est créé au total, parce que ça permet de bien placer les épaules. Par exemple la deuxième épaule elle va être là, la première va être là. Et donc ce bloc là il peut se tordre un peu. Un gars qui se retourne par exemple, et il faut bien noter l'inclinaison du cou aussi. C'est assez important de le noter le cou. Donc vous voyez que là ici il se place ici dans le volume. Et par rapport à la colonne vertébrale, c'est important de noter cette courbe. Là on va voir les fesses. Là on a l'épaule avec le bras qui part par ici. On va voir la deuxième épaule par là avec peut-être le bras qui part en arrière, je sais pas. Ici on va avoir un deuxième cylindre pour la jambe. Ça c'est des choses qu'on voit un peu plus dans les autres trainings. Mais c'est des choses, enfin voilà, quand vous observez,
Essayez de pas forcément rester sur des pavés vraiment totalement cubiques. C'est juste une indication pour montrer dans quel sens se passent les choses. C'est-à-dire que si le torse est vu du dessous, faut bien comprendre comment il est construit vu du dessous. Et ça permet par exemple de voir si le bassin va dans l'autre sens. Et de bien le comprendre en fait ça. De voir que là il y a une certaine tension qui se crée. Et que du coup là tout le torse ici va être étiré au final. Tout le contraire de si le torse est vu du dessus. Et que le bassin va dans l'autre sens encore une fois. Où là on voit que là c'est plié en fait. Donc là il va y avoir des pliures. Sûrement le moindre petit bourrelet du ventre va être mis en avant. Donc là de profil ça ferait un bloc qui va dans ce sens là, donc le torse, et le bassin qui va dans l'autre sens. Et ici ça ferait le contraire. Donc là le ventre tendu, là le ventre recourbé. Donc je dis ça parce que j'ai l'impression que pas mal de gens prennent ces études là comme des choses relativement mécaniques, où il faut réussir à placer le... C'est plus une sorte de contrainte de placer le bloc, essayer de le placer pour le faire rentrer quoi. Alors qu'en fait non, c'est vraiment une indication qui va vous permettre après de garder les bonnes proportions dans tous les angles de vue. Mais ça, pour ça, il faut bien avoir compris la perspective évidemment. Ça fait qu'après, si on le construit réellement en perspective, on va avoir des lignes qui vont s'évaser comme ça petit à petit. Donc là, on va avoir une certaine hauteur pour le torse. Donc ça fait deux unités de volume. Ensuite, plus bas, on va avoir le ventre qui fait une unité. Et une dernière unité avec le bassin. Donc là, on a le centre. Et après, ça part dans l'autre sens. En fait, tout ça, ça permet de construire les choses en volume correctement. Donc après, on sait que dans l'espace, on va pouvoir placer notre torse comme ça. On sait qu'au milieu, là, on va avoir la place du cou. Que ça va nous donner la forme générale pour la cage thoracique. Donc sur le devant, on va avoir toujours la courbure comme ça. Et sur les côtés, on va avoir la courbure dans l'autre sens. On a la colonne vertébrale derrière, qui passe au milieu du torse, donc du dos, pardon. Donc on sait que notre dos, il fait cette taille-là, donc on sait où placer la colonne vertébrale. Ici, on a à peu près ce volume-là de bassin. On sait que si on le construisait vraiment, il serait quelque chose comme ça. Donc là, on a le côté du bassin, avec un creux. Et il partirait comme ça derrière aussi. Alors voilà, c'est des choses que... Et puis là, on va pouvoir placer l'épaule. Ici et ici. Les deux épaules qui sont liées l'une avec l'autre. Ici, on a des cylindres qui partent pour les bras. Donc en fait, tout ça, c'est des constructions générales, mais qui donnent déjà une première bonne idée du volume du corps. Et en fait, à partir du moment où on peut construire des personnages entièrement comme ça, si on peut faire un personnage qui est entièrement fait à base de cubes, de sphères et de tubes, et qu'il est juste dans ses proportions et qu'on sait le faire bouger dans l'espace, et ben déjà le plus dur est fait en fait. Après, il suffit d'apprendre un petit peu comment fonctionnent les muscles, d'apprendre comment fonctionne le squelette, enfin il suffit, c'est une façon de parler. Mais au moins, le volume sera correct et on saura déjà faire bouger un personnage dans l'espace. Donc ce sera beaucoup moins compliqué d'apprendre le reste et d'apprendre la gestuelle. À partir du moment où on a déjà ces bases-là. Ouais, si vous savez déjà faire ça, le reste de l'anatomie, c'est vraiment juste de recouvrir un peu tout ça, quoi. Et de lui donner un peu de style. Mais sinon, à partir du moment où vous avez le volume qui est correct, déjà c'est plus facile d'imaginer un personnage en volume et c'est aussi plus facile de jouer avec les proportions. Si vous voulez faire une cage thoracique plus grande, si vous voulez faire des bras plus longs ou plus courts, si vous voulez inventer une créature sur une anatomie à peu près humaine, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour le faire. Donc voilà. Donc j'espère être revenu sur les points les plus importants qui n'étaient pas compris sur les trainings. Si vous avez encore des questions sur le forum, n'hésitez pas. J'en ferai peut-être une vidéo pour en reparler. À partir du moment où il y a des problèmes qui se posent et qui sont récurrents, je reviendrai dessus. Donc la semaine prochaine, je pense que je reviendrai sur les problèmes qui peuvent se poser avec le deuxième IM training, puis avec le troisième. Et comme ça, on clôturera tous les points théoriques qui sont importants à avoir dans les premiers trainings et on pourra se lancer en juillet sur le bloc d'apprentissage numéro 1. Donc voilà, merci de votre attention. J'espère que vous serez nombreux à participer au bloc numéro 1 et que vous serez nombreux également à participer au premier training pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc je vous dirai à demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, dessinez bien. Allez, salut!